le 65e anniversaire de Nakba palestinienne. C'est-à-dire là où on était surpris par une complicité régionale et internationale de nous pousser à nier notre existence sur notre terre. C'est-à-dire, moi je comprends que quelqu'un peut tenter de pousser, de nier l'existence de l'autre, mais de me convaincre à nier mon propre existence sur ma terre, c'est quelque chose que personne ne peut imaginer. On a vécu toutes ces souffrances-là. Ils ont injecté toutes sortes de virus dans le corps palestinien pour le détruire de l'intérieur. À certains moments, on est rentré dans un cercle de frustration et de désespoir qui a abouti à certaines formes d'arrogance, de myopie ou d'aveuglement. On a été déstabilisés. Mais 65 ans après, cette stratégie de négation de notre existence et de notre histoire, les représentants de 95% de la communauté internationale, de la démographie mondiale, il fait renaître l'identité politique du peuple palestinien. Je ne peux pas proclamer une victoire palestinienne parce que l'occupation est toujours là. La souffrance est toujours là. Mais je peux dire que c'est le début de fondement de cette stratégie de négation de l'autre. Et moi, je ne peux pas parler comme eux d'une partie victime, mais je peux parler de deux parties victimes d'une stratégie d'éradication et de négation que la région a subi après le massacre qui est commis contre les Juifs d'Europe. Et pour payer ces dettes-là, on a payé les dettes de poche des Palestiniens, aussi pour introduire un sort de stratégie post-coloniale pour diviser cette région, pour avoir la même mise. Alors, je peux dire, il n'y a pas un seul victime de cette stratégie. Il y a deux victimes. Il y a nous, les Palestiniens, comme les victimes directes, et il y a aussi eux, les Israéliens, comme une victime à moyen et à long terme indirecte. Parce que pour servir cette stratégie, ils ont utilisé, c'est-à-dire un sort de mafia politique, de minorité politique, sous prétexte du mouvement zioniste, tout ça, pour créer l'État d'Israël, pour rendre soi-disant justice au peuple juif dispersé dans le monde. Ce n'est pas nous qui avons commis ces crimes, au contraire. C'est-à-dire hier ou avant-hier, dans une chaîne de télé internationale, ils ont montré un programme, comment, par exemple, les Juifs qui étaient l'Europe pendant les massacres et le Shoah contre les Juifs en Europe, ils étaient accueillis à Jaffa et à Haïfa. Et que les Palestiniens les apportaient, c'est-à-dire tous les soutiens nécessaires pour les réconcilier. Alors là, on a été déstabilisé parce qu'on n'arrivait pas à comprendre cette logique. Le peuple palestinien, de nature, c'est un peuple ouvert, c'est un peuple modéré, c'est un peuple où il y a eu le croisement de l'ensemble des cultures du monde entier. Que ce soit chrétien, que ce soit juif, que ce soit musulman. Et il y a des gens qui étaient des juifs qui se sont convertis au christianisme, ou des chrétiens qui se sont convertis à l'islam, ou l'islam qui se sont convertis au christianisme. C'est-à-dire il y a ce mélange. Alors personne ne peut prouver les gènes d'origine de ce pays. Alors c'est un pays qui est ouvert à toutes les religions.
que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit juif. Si on n'est pas des frères, on est deux cousins, si vous voulez. Alors là, malheureusement, on a introduit cette culture des négations, des séparations, toute cette souffrance, toute cette négation, c'est-à-dire cette tentation de nous détruire de l'intérieur de nous. On a gardé une certaine affinité et amour pour l'autre. On n'a pas développé une stratégie de haine ou de culture. Et c'est-à-dire, c'est venu de l'autre côté, malheureusement, de cette mafia politique qui, après l'échec d'éradiquer l'identité politique des peuples palestiniens après l'invasion du Liban en 1982 pour détruire l'OLP qui représentait l'identité politique des peuples palestiniens, c'est cette mafia politique à la tête de l'État d'Israël qui ne représente pas les intérêts stratégiques et futurs et les garanties de sécurité de la société israélienne, croyez-moi. Et tout ça, qui sont complétés pour introduire ce qu'on appelle l'islam politique dans la société palestinienne pour exploser cette société de l'intérieur. Et tous les documents là-dessus, ils étaient dévoilés par de hauts responsables d'Israël. Parce que là, on a été déstabilisé, on n'arrivait pas à comprendre. Quelqu'un qui aime tout le monde, qui travaille avec tout le monde, qui est ouvert à tout le monde, qui se prend comme une partie de tout le monde, là, on vient pour lui dire, vous n'existez pas. Votre histoire n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Palestine. Le peuple palestinien n'a jamais existé. Vous n'êtes pas chez vous. Mes arrière-grands-parents, parce qu'on a trouvé le premier document officiel de l'existence de ma famille en Palestine, à Nazareth, écrit, si vous voulez, en 1750. On vient me dire, voilà, vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes pas d'ici. Alors là, vous ne comprenez pas, franchement. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est normal, on est normal, comme tous les peuples du monde, on n'arrive pas à comprendre. Alors on est tombé dans le cercle de réaction. Et peut-être, on sait, c'est-à-dire, et les autres, avec une subvention énorme de la communauté coloniale de l'époque, ou les grandes puissances de l'époque, que ce soit de l'Est comme de l'Ouest, avec de complicité de régime de la région, frères, et ça ne représente pas le pouvoir public, la société ou leur peuple, pour acheter leur crédit auprès des grandes puissances, ils ont apporté encore leur subvention pour compléter encore sur notre existence. Alors là, on ne comprenait plus. Alors on est tombé dans un cercle. Mais 65 ans après, le peuple palestinien est là. Aujourd'hui, c'est-à-dire les statistiques d'aujourd'hui, même des Israéliens, c'est-à-dire malgré toutes les tentations, tous les massacres, toutes les destructions des villages, il y a toute une liste de villages qui étaient détruits, et tout ça, en 48, 47 et après, et tout ça, on trouve qu'il y a 22%, malgré toutes les vagues d'immigration qui viennent des pays de l'Est, comme des pays de l'Est, comme des pays arabes, comme de partout, 22 à 23% des Israéliens, ils sont ce qu'on appelle les Arabes israéliens, ça veut dire sont des Palestiniens des 48, c'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire, ces peuples a tenu à rester chez eux, malgré toutes les souffrances, malgré ce qu'il a subi. Si on ajoute à cela, c'est-à-dire les populations de Jérusalem-Est, qui dépassent les 300 000 habitants, malgré tout ce qu'ils ont fait pour les pousser à quitter Jérusalem-Est, malgré toutes les promesses de récompenses et les facilités de séjour, des cartes vertes au long de séjour aux États-Unis ou des passeports américains ou canadiens, ils sont tenus à rester chez eux. Malgré qu'on a bloqué, c'est-à-dire toute une forme de réhabilitation, c'est-à-dire restauration de leurs propres maisons, et les maisons elles sont en train de tomber sur les habitants, sur les enfants. On n'a pas besoin de mettre un clou pour réparer une porte ou arranger une fenêtre cassée dans la ville de Jérusalem, pour les obliger à être dégoûtés et à quitter leur propre ville. Les gens les tiennent. Et il y a 300 à 350 000 Palestiniens qui habitent à Jérusalem-Est jusqu'au maintenant.
malgré toutes les tentatives de détruire toutes les institutions palestiniennes à l'intérieur de Jérusalem-Est, on vient de créer, avec un noyau dur, deux membres de l'ancien conseil municipal de Jérusalem-Est, ou de Jérusalem, un conseil municipal de Jérusalem, avec des représentants de cette population de Jérusalem. Et j'espère qu'un jour, on trouvera un moyen de faire un jumelage avec le conseil municipal de Jérusalem, mais pas avec les départements de Jérusalem. Vous voyez, c'est-à-dire, et malgré, maintenant on parle des Jabal Abu Ghraim, des Beth Sahour, des Beth Jala, par exemple, c'était une plaisanterie, par exemple, le tombeau de Rachel. C'était pendant la négociation, je ne sais pas qui plaisantait, parce qu'il y avait une bonne atmosphère, si vous voulez, après les accords de Oslo, tout ça. On a cru qu'il y a une volonté politique des Israéliens d'aller en avant et d'accumuler des solutions, et pas d'accumuler des problèmes et des complexes. Alors, il y a un membre, je crois, qui est bête de la délégation palestinienne, qui est plaisanté avec un Israélien qui était dans la délégation. Elle dit alors, j'espère que vous n'allez pas venir demain pour nous dire que le tombe de Rachel, elle vous appartient. Du coup, ils ont dit oui, c'est Rachel, c'est tout ça. Là, hein? Alors, c'est juif, alors c'était un mosquée avant. Le tombe de Rachel, c'était un mosquée. C'est-à-dire, alors ils ont dit, ça nous appartient, ils ont venu tout de suite, ils l'ont construit tout un mur autour, ça nous appartient. Alors, tous les prétextes sont permis pour créer une réalité sur le terrain. Quand on parle de Jérusalem-Est, ce n'est pas la ville, l'ancienne ville de Jérusalem-Est seulement. Pour eux, Jérusalem-Est représente 40% de Cisjordanie. Si vous allez à Ramallah, vous allez voir, c'est-à-dire que les murs de l'apartheid, ce qu'on appelle, c'est vraiment, c'est presque, touche la ville de Ramallah. Ça inclut Beth Hanina, Shofat, toutes les collines autour de Ramallah, Moudiaïn. Ça représente vraiment 40% de Cisjordanie, jusqu'à la mer Morte. Pour eux, tout ça, c'est Jérusalem. Ils tentent de déformer, si vous voulez, la morphologie de la ville, la géographie de la ville, falsifier l'histoire, inventer des histoires, introduire des textes et des prétextes. Ils tentent de provoquer des réactions pour alimenter cette stratégie, pour se baser sur cette réaction, que ce soit violente ou non violente, pour mieux avaler encore plus de terres et détruire encore plus de maisons. Il ne passe pas une seule journée sans détruire un ou plusieurs maisons, que ce soit à Jérusalem-Est ou assez loin ou autour de Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, tout ça. Les derniers événements, ils ont montré les mauvaises intentions quand ils ont bloqué les accès pour l'église à l'occasion des fêtes de Pâques. Et même tous les architectes, même les touristes n'avaient pas l'autorisation à aller faire les prières. Ils viennent des bouts du monde pour aller prier à Jérusalem. Pour l'occasion des Pâques, ils ont bloqué toutes les routes. Là, c'est-à-dire, tout ça, c'est un peu difficile de décrire. Il faut aller sur place pour voir, c'est étouffant. Quand j'étais à Berlin, il y avait le président de la Commission des affaires étrangères allemand qui m'a dit qu'il aimerait bien se rendre en Palestine ou en Israël pour voir la situation. Alors, il s'est rendu à Hebron, par exemple. Il est rentré dans l'ancienne ville de Hebron, le souk, vous étiez là-bas, tout ça. Il m'a dit, dès que je suis rentré, j'ai étouffé. J'ai manqué d'oxygène. Je n'arrivais pas à respirer. Je ne savais pas que c'est aussi dur que ça. Et ce sont les paroles aussi que j'ai eu côté de la part des quelques responsables aux ministres français qui sont rendus sur place, même à Jérusalem, qu'ils ont dit qu'ils ne savaient pas que la situation était tellement difficile et que la situation est tellement chaotique et catastrophique. Votre action, elle va dans le sens
d'un objectif de l'ensemble de la communauté internationale, la paix. La paix pour nous, la paix pour eux et la paix pour vous. À mon avis, on a besoin de s'investir à fond dans ce sens-là. Et de ne pas se tromper des objectifs et tomber dans les pièges de mauvaise propagande et publicité et de falsifier les réalités sur le terrain. J'ai appris, par exemple, par des amis journalistes, que quand ils se rendent en Palestine ou en Israël pour faire des rapports, je ne sais pas, peut-être vous êtes mieux placé que moi pour savoir si c'est vrai ou non, mais j'ai toutes les raisons à les croire. Ils sont reçus par le ministère des Affaires étrangères israélien, le département des informations, avec un dossier complet, qu'il leur passe et leur dit, écoutez, vous n'avez pas trop se fatiguer, voilà, vous avez toutes les données ici, vous n'avez qu'à s'amuser, voilà, aller manger, visiter et tout ça, on vous donne toutes les facilités, et voilà, vous avez toutes les données ici. Et ça m'a été confirmé par plusieurs journalistes qui travaillaient dans des presse très prestigieuses ici en France et ailleurs. Et tout ça. J'ai été contacté par exemple par l'école de journalisme de Strasbourg. Le directeur de l'école me dit, voilà, on a les nouveaux gradués de maîtrise pour le journalisme, des jeunes, une quarantaine, qui vont avoir leur diplôme. Alors, ils aimeraient bien se rendre en Palestine, en Israël, pour étudier la situation. Est-ce que vous pouvez nous donner des adresses préparées? Je dis oui. Mais alors, on a tout fait pour leur donner, c'est-à-dire les facilités et leur ouvrir tous les accès pour qu'ils constatent les réalités objectives de ces États. Il y avait une quarantaine d'étudiants avec 14 professeurs. Tout ça. Ils ont préparé un dossier qu'ils l'ont publié, qui était pas mal, qui a décrit la situation comme elle est, sans exagération. Alors, du coup, des autres associations ici pro-israéliennes ont été contactées d'autres écoles. Ils ont dit, voilà, on est prêt à vous payer vos billets d'avion, vous faire descendre dans des hôtels 5 étoiles de luxe, vous donner toutes les facilités logistiques, pension complète et tout ça, et vous venez, c'est-à-dire visiter Israël, tout ça. Alors là, l'autre école était gênée par cette offre. Après, c'est-à-dire que certains presse français a dévoilé les deals entre les associations, je ne vais pas dire le nom de l'association. Alors, ils m'ont contacté. Ils ont dit, écoutez, on veut se rendre en Palestine. J'ai dit, vous êtes les bienvenus. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez, je vous prépare tous les contacts nécessaires, tout ça. Alors, là, mais on ne m'a pas dit que tous les voyages étaient financés par cette association. Alors, quand ils étaient sur place, on m'a contacté de là-bas. On m'a dit, mais là, c'est-à-dire, cette délégation, elle est financée par les autres. Dit, mais ça ne fait rien. Même si les autres l'ont financé. Alors, le directeur m'a appelé de Tel Aviv. Il m'a dit, je vous jure que seulement ils ont subventionné notre voyage en Israël, mais notre voyage en Palestine, c'est nous qu'on va le payer. Je dis qu'ils vous payent ou vous ne le payez pas, vous êtes toujours le bienvenu. Ils ont passé à Bethléem, ils ont vu la situation et tout ça. Ça veut dire, on fait tout pour sortir de l'objectivité et pour ne pas dévoiler la réalité. Pour un Israélien à Tel Aviv, il est convaincu, où on a introduit la culture d'inégation de l'autre. Pour lui, on tente de lui éduquer que les Palestiniens, ils n'existent pas. Un jour, il va se réveiller, il va voir devant lui les géants palestiniens. Parce que tout ce qu'on a subi, et malgré ces 65 années des souffrances et de subventions, 48% de l'économie israélienne est subventionnée par l'Europe et par les États-Unis. 95% des systèmes sécuritaires et renseignements israéliens est subventionné par les Américains et les Européens. 85%, si vous voulez, des hautes technologies en Israël est sous forme de transfert de hautes technologies de laboratoires américains et israéliens dans le laboratoire israélien. Alors, vous ne pouvez pas me dire ou me parler d'un conflit israélo-palestinien. C'est la Palestine devant tout ce potentiel énorme, hostile
et déstabilisateur. Alors, en effet, quand on s'investit dans la cause palestinienne, pour défendre les Israéliens et un peu, c'est-à-dire traiter leur myopie qui est basée sur l'arrogance de pouvoir subventionné par ces grandes puissances, c'est un service qu'on rend, peut-être pas à cette mafia politique à la tête de l'État d'Israël, mais à la société israélienne elle-même. Et vous représentez les meilleures garanties et les meilleures sécurités pour leurs enfants et leurs petits-enfants. On a besoin des contributions de tout le monde et j'espère que cet partenariat ou cette formule de partenariat aux coopérations décentralisées, on va le transformer en sorte des partenariats stratégiques décentralisés pour donner le courage politique à l'administration centrale à aller en avant, parce qu'ils ont des conclusions et des bonnes conclusions pour avancer. Mais il manque peut-être un peu plus de courage politique pour foncer. Je vous dis franchement, pour moi, la France est une locomotive politique de toute l'Europe. Quand la France prend une décision, au moins 18 pays parmi les 27 suivent la décision de la France. C'est pour ça, pour nous, la position de la France elle est extrêmement importante. Nos relations avec la France représentent quelque chose d'énorme. On cherche à avoir une sorte d'implication positive et concrète de la France sur le terrain, sous les formes de ce partenariat stratégique, centralisé et décentralisé. Il y a une volonté politique, il y a un consensus politique, parce que la situation n'a pas changé, que ce soit avec le gouvernement de droite comme le gouvernement de gauche. On a touché des questions de fond. La relation, elle a évolué. La France, elle a porté le premier signe de la reconnaissance du droit d'autodétermination du peuple palestinien. Moi, j'étais à Paris avant 82. En 82, j'étais le vice-délégué général de Nice. À l'époque, on signait des accords confidentiels avec le Quai d'Orsay pour donner des bourses et donner d'aide et tout ça. Alors, la France a représenté un laboratoire et un locomotive politique pour le reste des pays européens. Et il y a aussi une sorte de coopération des fonds décentralisée avec d'autres pays, comme l'Allemagne. Et quand j'étais en Allemagne avant aussi, on a parlé d'être discret et concret. C'est-à-dire qu'on a besoin de leur implication directe sur le terrain sans faire trop de bruit. Ils se sont impliqués aussi dans pas mal de projets, dans les ONC et à Jérusalem-Est, mais pas. Parce qu'il y a encore, je ne sais pas, sensibilité politique, l'histoire, je ne sais pas. Mais ils sont là. Il y a d'autres pays, les pays scandinaves, ils se sont impliqués. Par exemple, avec l'Allemagne, on a signé un accord qu'on a appelé Future for Palestine. Et c'est un programme qui était signé avec le ministère des Affaires étrangères, Salam Fayyad, en 2008-2009, qui a couvert pas mal de petits projets dans l'ensemble des villes et villages palestiniens, en Cisjordanie, à Gaza et tout ça. Et il était très utile. On a commencé par 18 projets. Et à la fin de la deuxième année, on est arrivé à 2700 projets qui étaient réalisés. Et ils étaient aussi, d'autres pays s'intéressaient à cette approche, comme les pays scandinaves, la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède. Ils se sont impliqués dans ces projets. Alors, il y a une dynamique. Mais le rôle de la France, elle est extrêmement important. Et je crois, nos amis aux États-Unis, France, qui ont organisé leur rencontre à Hebron, maintenant, ils sont en train de préparer une prochaine conférence au niveau européen pour impliquer l'ensemble de l'Europe dans cette stratégie de coopération centralisée ou des partenariats centralisés. La France est le partenaire stratégique d'Israël, comme la plupart des pays européens. Alors, si la France veut jouer un rôle actif et équilibré entre les parties concernées,
Si vraiment toutes les positions déclarées par toutes les administrations, tous les gouvernements français, c'est-à-dire du passé comme aujourd'hui, que la stabilité et la paix au Proche-Orient, ça fait une partie des intérêts stratégiques de l'Europe en général et de la France en particulier, il faut équilibrer ce genre de relations. Moi, je ne demande pas de rompre le pont avec les uns, mais je demande à construire d'autres ponts avec les autres, pour équilibrer. Si l'un dérange le pont avec les autres, c'est à la France de prendre décision. Vous venez de mentionner le Mali et tout ça, la reconstruction du Mali. Moi, j'étais en contact avec un responsable et tout ça, et je dis la Palestine, elle peut aussi devenir un sort de pays donateur. On n'est pas seulement des receveurs, parce qu'on a un potentiel humain énorme. On connaît très bien, on a très bon rapport avec les Mali. On peut fournir, par exemple, les médecins palestiniens, les architectes, les ingénieurs pour construire des écoles, les hôpitaux. On peut contribuer à cet effort de la reconstruction d'un pays ami comme le Mali. On peut apporter notre atout aussi. On peut représenter une valeur ajoutée énorme pour une stratégie mondiale vers la paix et la stabilité et se débarrasser de tous les groupes radicaux et extrémistes. Ça veut dire qu'on peut être, ou on est, une partie intégrante de la sécurité nationale ou régionale ou mondiale. On est tout à fait disponible. Et là, l'idée a plu à ses responsables et on va étudier les questions. On voit pas seulement au Mali, il y a ailleurs aussi. On a pas mal d'expériences de construction dans les pays africains. On a pas mal d'expériences dans les pays du Golfe, parce que c'est l'élite palestinienne, à l'époque dans les années 50-60, qui ont construit le premier système, si vous voulez, que ce soit financier, éducation, culturel, tout ça, dans cette région. Les conclusions des institutions américaines, leur rapport intérieur, et croyez-moi, c'est-à-dire s'ils voient la réalité, ils voient la vulnérabilité interne de l'État d'Israël. Alors, le moindre geste très rapide, ça peut aboutir à un sort d'effondrement rapide. Malgré toute cette arrogance de pouvoir, malgré toute cette armée qui ne sera jamais vaincue, malgré tous les armements les plus sophistiqués, ils sont vulnérables. Pour la première fois, l'administration américaine s'adresse à l'Europe demandant l'aide. Biden était une fois ici, Kerry était 2-3 fois ici, il y a un échange de messages presque tous les jours, il y a des rencontres de coordination entre Paris, Berlin et Londres, Madrid et Rome, et tout ça. Ils tentent d'aider les Américains à trouver les procédures d'application de ces genres d'idées. Est-ce qu'ils seront capables? C'est-à-dire, les dernières conclusions, ce qui a été déclaré après les rencontres avec les représentants des pays arabes, à Washington, que la solution doit être basée sur le frontière de 67, avec Jérusalem comme capitale pour les deux États, un petit échange de mêmes valeurs et de mêmes surfaces entre les deux États, et tout ça. Et ils ont montré qu'ils ont adopté l'approche des initiatives arabes avec une modification qui est basée sur l'échange des territoires. Est-ce qu'ils seront capables d'arracher ça des gouvernements d'Israël? Si vous me demandez mon avis, je vous dis non. Est-ce qu'ils auront la volonté politique et le courage politique de mettre la pression discrète et concrète, directe ou indirecte, que ce soit à travers l'Europe ou à travers les États-Unis? J'espère. Il y a des démarches. Kerry va être dans la région le 21, il va présenter ses idées. Il a demandé à l'Europe de l'aider. Il y a des conclusions européennes, une sorte de papier européen qui vont l'envoyer à Kerry. J'ai quelques détails là-dessus, je n'ai pas tous les papiers. À mon avis, on sera d'accord avec les conclusions européennes, mais ça dépend des Américains s'ils arrivent à arracher ça ou à convaincre ça. Il faut
prendre en considération que l'État de Palestine existe. Ce n'est pas quelque chose de virtuel. Il y a 5,5 millions de Palestiniens sur la terre de la Palestine. Il y a 4,5 millions qui sont à 1 kilomètre de la Palestine avec les yeux fixés sur la Palestine. Alors, je crois que ça va être impossible pour qui que ce soit de se débarrasser de tout. Merci.